Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, c'est un sujet peut-être un peu particulier puisqu'on va parler de symptômes ou de problèmes qui ne sont pas des problèmes moteurs. Donc on va parler de continence et on va aussi un petit peu parler de sexualité. Alors pourquoi on va parler de tout ça? Et donc l'exposé va être... on va essayer de répondre à toutes ces questions. Donc pourquoi parler de cette problématique-là? Est-ce qu'il y a des points particuliers dans ces domaines en relation avec la maladie de Parkinson? Oui, il y a quelques petites particularités. Avant ça, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la continence urinaire principalement, comment ça fonctionne, ou du moins quelques notions de base, parce que c'est, vous allez le voir, plutôt compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de particulier justement dans la maladie de Parkinson? Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ces problèmes éventuels de continence? Même question dans le domaine de la sexualité. Naturellement, lorsque nous prenons de l'âge, la sexualité change. Donc déjà, c'est quelque chose qui varie au fil de notre vie. Et on va essayer de voir ce que les conséquences éventuelles d'une maladie comme la maladie de Parkinson. On va, sur un aspect un peu technique, parler des mécanismes de l'érection et pourquoi il peut éventuellement y avoir des soucis dans la maladie de Parkinson. Pas uniquement dans la maladie de Parkinson, malheureusement. On va parler de la dopamine et de ses conséquences sur, je vais employer un terme un peu vague, sur l'imaginaire sexuel et sur l'impact que ça pouvait avoir sur les comportements sexuels. On va voir également, on va essayer d'aborder également le rôle des médicaments, comment ils peuvent modifier éventuellement la sexualité, le comportement sexuel. Et puis on fera une petite conclusion dans laquelle vous allez intervenir, je l'espère, et poser quelques questions. Alors pourquoi parler de ces sujets-là? Tout simplement parce que, vous le savez, la maladie de Parkinson, ce n'est pas uniquement un problème de motricité, c'est pas uniquement un problème de raideur, c'est pas uniquement un problème de tremblement. Il y a des manifestations, des symptômes qui sont... qu'on appelle les symptômes non moteurs, et ils sont très importants, et ils interviennent beaucoup dans le confort de vie, dans la qualité de vie des patients parkinsoniens. Et donc ce sont des sujets maintenant dont on parle beaucoup plus que par le passé. Alors on a également certaines formes de syndrome parkinsonien, donc ici je vais élargir un petit peu la notion de maladie de Parkinson. Vous savez qu'il y a... plusieurs formes de Parkinson, plusieurs maladies différentes qui ressemblent à la maladie de Parkinson, mais qui sont un peu différentes. Donc on va aussi parler de ces maladies-là, qui, même si elles ne sont pas fréquentes, ont d'autres particularités que la maladie de Parkinson. Notamment, il y a certaines maladies qu'on appelle maladies neurodégénératives et qui peuvent ressembler à la maladie de Parkinson, qui vont toucher en fait de manière un peu différente les mécanismes automatiques de la continence et aussi une partie de la mécanique sexuelle. Alors, pourquoi on parle de ça? Mais aussi parce que les médicaments qui sont prescrits aux patients parkinsoniens peuvent provoquer des modifications comportementales non négligeables, et c'est important de les connaître parce que, à la fois pour l'entourage et pour le patient, il y a parfois une surprise ou un étonnement sur les modifications comportementales qu'on peut observer, des modifications qui peuvent être parfois très inquiétantes. Et c'est très important pour les partenaires de vie de savoir qu'une partie de ces modifications comportementales ne sont pas liées à une modification soudaine de la personnalité de leur partenaire, mais que les médicaments sont grandement responsables des troubles que l'on peut observer. Je vous invite éventuellement, ça va être un peu technique mon exposé, malheureusement, on va être un peu médical, et donc si les choses que je vous dis paraissent mystérieuses ou incompréhensibles, n'hésitez pas à lever la main et on essaiera d'éclaircir, enfin j'essaierai d'éclaircir. Alors, la continence, donc la continence urinaire, comment ça marche? La réponse c'est très compliqué.
Donc je ne vais pas faire un grand cours de médecine, mais je vais quand même vous montrer quelques schémas pour vous montrer surtout que c'est compliqué. Alors vous savez que la continence, il y a une partie qui est volontaire et une partie qui est involontaire. Donc même si la vessie est bien remplie, vous ne devez pas réfléchir en permanence à vous retenir. Il y a un mécanisme automatique qui fait que vous n'avez pas à réfléchir au fait de devoir serrer les fesses. Ça se fait automatiquement en quelque sorte. Enfin, là, c'est pas les fesses qu'on serre, mais... et donc, c'est grâce à quoi? C'est grâce à une partie du système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome. Pas uniquement grâce à ce système, mais en grande partie grâce à ce système. Et donc, c'est le système nerveux qui fonctionne de manière automatique. Alors, vous voyez qu'il est très très complexe. Ici, il est schématisé. Et on voit qu'en fait, ce système nerveux autonome, automatique, il va contrôler toute une série de choses. Alors, vous voyez ici... on voit notamment le cœur. Naturellement, votre rythme cardiaque, il varie en fonction des activités que vous avez. Si vous avez une activité physique un peu plus intense, si vous avez une émotion, le cœur va s'accélérer. On sait par exemple que si on a peur, si on a une grosse frayeur, le cœur va s'accélérer. Et il s'accélère de manière automatique. C'est pas vous qui allez décider... que vous allez faire accélérer votre cœur parce que vous avez besoin d'un peu plus de puissance pour pouvoir courir très vite, pour échapper au tigre qui vous poursuit. Et donc, eh bien, la nature est bien faite et on a un système, une espèce de régulation qui va utiliser la partie de notre système nerveux qui comporte notamment la chaîne ganglionnaire, c'est toute cette structure ici, et également la moelle, et également des parties de notre cerveau, des parties basses de notre cerveau, qui vont réguler de manière automatique ces phénomènes-là. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la continence, et aussi, on en parlera après, au niveau de l'érection. Il y a une partie qui se fait automatiquement, et c'est grâce à ce système nerveux autonome. Et en fait, ce système nerveux autonome, il peut être touché dans la maladie de Parkinson parce qu'il va utiliser certains neurones, il va fonctionner grâce à des neurones qui vont notamment utiliser de la dopamine. Et donc on peut avoir, dans certaines formes, je dis bien de la maladie de Parkinson, une dégénérescence de ce système qui peut fonctionner de manière plus aléatoire. Bon, voilà un petit schéma de l'anatomie. Donc en fait, vous voyez la vessie. Et cette vessie, en fait, elle est composée d'une paroi, qui est en fait un gros muscle. Ce gros muscle, il va se contracter pour permettre la libération de l'urine. Et chez l'homme, en fait, il y a également, chez l'homme et chez la femme, il y a un mécanisme qui permet de fermer le canal par lequel l'urine va s'écouler, qu'on appelle le sphincter. Et ce sphincter, il est contrôlé par la volonté, mais il est aussi contrôlé par... il est également contrôlé par ce mécanisme automatique, ce système autonome, comme la contraction de la vessie également. Alors il y a une différence entre l'homme et la femme, c'est que chez la femme, il manque un élément, ou chez l'homme, il y a un élément en plus, c'est la prostate. Alors, la prostate, c'est quelque chose qui vient entourer le canal par lequel va s'écouler l'urine. Et la plupart des hommes savent qu'à partir d'un certain âge, cette prostate peut être récalcitrante. Elle peut grossir, elle peut en fait diminuer la taille du canal parce qu'elle s'est épaissie. Et donc, en fait, l'urine a plus de mal à s'écouler parce qu'il y a un phénomène d'obstruction lié à cette prostate qui commence à prendre de la place et à pousser sur le canal d'écoulement. Chez la femme, les problèmes de continence sont moins souvent dus... Enfin, il n'y a pas de prostate déjà, mais c'est plutôt lié à des problèmes, en tout cas là on ne parle pas des Parkinsoniens, mais il peut y avoir pas mal de problèmes liés à ce sphincter, donc à ce mécanisme, à ce muscle qui vient
empêcher l'urine de s'écouler. Parce que malheureusement, c'est une structure ce sphincter, il est assez fragile en fait. Et il peut être abîmé lors d'étirements comme lors d'accouchements par exemple. On sait qu'un certain nombre de femmes, après l'accouchement, ont des difficultés de continence. Bon, un petit schéma qui, en fait, je ne vais pas le détailler, mais qui vous montre les différents mécanismes par lesquels on va contrôler la miction. On a bien sûr un contrôle du cerveau, c'est-à-dire qu'on peut décider à un certain moment qu'on va uriner, par exemple, ou que l'on va se retenir. Si, par exemple, on n'a pas eu, voilà, on est ici en réunion, vous avez bu 3 cafés, 1 demi-litre d'eau, un jus de pomme, et votre vessie, au bout d'une heure, elle sera complètement remplie, et là, elle va vous envoyer un signal. Donc il y a des capteurs au niveau de la paroi de la vessie qui vont envoyer des signaux et qui vont vous dire « Oh là là, il est temps d'aller vider cette vessie ». Et vous allez prendre conscience de ça, et vous allez en fait activer des systèmes qui vont permettre d'empêcher que l'urine s'en aille toute seule. Et donc c'est tout ce mécanisme qui est à la fois automatique et volontaire, donc qui est très complexe, donc je ne vais pas le détailler. Ben voilà, ce dont je vous parlais, hein, donc on a en fait ce contrôle du cerveau, ce mécanisme automatique au niveau de la moelle, et c'est une espèce de rétro-contrôle très très compliqué, mais dans lequel interviennent toute une série de neurotransmetteurs, dont notamment la dopamine. D'ailleurs, ce petit schéma vous montre tous les neurotransmetteurs qui vont interférer avec la miction. Donc il n'y a pas que la dopamine, il y a de l'acétylcholine, du glutamate, du GABA. En fait, ce sont des neurotransmetteurs, ce sont des transmetteurs d'informations en quelque sorte. Donc vous voyez combien c'est complexe. Ici c'est un schéma que je vais le passer, mais en fait c'est un schéma qui parle de notre mécanisme par lequel nous allons en fait augmenter la taille de la vessie ou la vider en fonction du besoin. C'est-à-dire on va décider à un certain moment, quand on va enclencher la miction, il y a un mécanisme réflexe qui va permettre à la vessie de se vider. Et tout ça peut être touché dans certaines maladies neurologiques dans lesquelles on a par exemple une défaillance d'un des neurotransmetteurs comme la dopamine, ou même simplement dans lequel le système automatique ne fonctionne plus très bien. Alors la continence, quand ça ne marche plus très bien, évidemment, ça n'est pas du tout réservé aux gens qui souffrent d'une maladie de Parkinson. C'est une source de consultation très fréquente en médecine générale et également en urologie, bien entendu, parce que les causes les plus fréquentes de problèmes de continence, eh bien, évidemment, chez l'homme, c'est les problèmes de prostate. Alors, qu'est-ce qui peut se passer au niveau d'une prostate? Elle peut devenir très grosse, et avec l'âge, ça touche quand même la grande majorité des hommes. Elle peut s'enflammer, c'est-à-dire qu'elle peut être infectée par un germe. Elle peut souffrir d'une maladie qu'on appelle l'adénome prostatique. Donc ça, c'est une espèce de tumeur bénigne de la prostate. La prostate devient de plus en plus grosse, et plus elle grossit, plus elle va boucher le canal par lequel l'urine s'écoule. Et puis malheureusement, il y a des pathologies plus sérieuses comme un cancer, un adénocarcinome, c'est ADC. Et donc on peut effectivement avoir des problèmes de rétention urinaire dans ce type de maladie. Une cause très courante, évidemment, de problèmes de continence. Les femmes connaissent ça, à peu près toutes les femmes ont eu des épisodes d'infection urinaire. Ça brûle, ça fait mal, et on a du mal à se retenir. Et ça, c'est lié à un phénomène infectieux. Alors, curieusement, le stress est un... Donc, les émotions vont agir sur notre continence. Et donc, moi, je me souviens, quand j'étais étudiant en médecine, en tout cas lors de mes premiers examens, on faisait tous la queue aux toilettes.
On faisait tout ça que aux toilettes parce qu'on était angoissés, c'était nos premiers examens, on était jeunes, on avait tout le temps l'impression qu'on devait uriner. Et ça, c'est tout à fait classique. À l'inverse, dans d'autres situations, le stress peut inhiber le fait, donc bloquer le fait de pouvoir uriner. Lors d'un de mes examens, je m'en souviens très bien, je veux dire combien ça m'a marqué, c'était l'examen d'anatomie. Et justement, j'allais aux toilettes parce que j'étais un peu stressé, c'était un des premiers examens que je passais à l'université, donc même si je pensais connaître ma matière, j'étais quand même un petit peu anxieux. Et donc, je faisais, comme la plupart des autres étudiants, des allers-retours vers les toilettes. Et puis, à un certain moment, alors que je me retrouvais en position d'uriner, vient s'installer à côté de moi le professeur qui faisait passer les examens. Et là, blocage total, plus moyen d'émettre une goutte. Donc vous voyez, les émotions vont également jouer sur notre capacité soit à nous retenir, soit à uriner. Et c'est parce que dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que notre système nerveux autonome va libérer toute une série de substances qui vont bloquer ces mécanismes automatiques. Alors tout bêtement, la constipation, lorsqu'on est constipé, ça peut interagir avec la continence, c'est très important. C'est pour ça que chez les patients parkinsoniens, on sait que c'est un élément qu'on doit prendre en compte. La vessie hyperactive, ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, mais certaines personnes ont une vessie qui en quelque sorte... dès qu'il y a un petit peu d'urine, elle réagit comme si elle était pleine. Et donc ces personnes-là ont malheureusement un besoin impérieux, quasiment toutes les 10 minutes, d'aller aux toilettes. Alors il y a des affections, des maladies neurologiques tout à fait autres que la maladie de Parkinson qui peuvent donner des problèmes de continence, soit des problèmes de rétention, soit des problèmes d'incontinence. Une maladie comme la sclérose en plaques qui va toucher la moelle, qui peut toucher la moelle, va modifier les réflexes de la miction, et donc on a beaucoup de problèmes de continence chez des patients qui souffrent d'une sclérose en plaques, des gens qui ont eu des lésions, un traumatisme au niveau de la moelle, un traumatisme au niveau des racines lombaires, c'est-à-dire la moelle se poursuit par des racines nerveuses qui vont aller former les nerfs. Ces racines nerveuses sont dans le canal lombaire, et en cas de traumatisme ou de maladie inflammatoire de ces régions-là, on va avoir des problèmes de type continence. Un exemple classique, c'est la personne qui a un accident, qui est paraplégique, et qui va se retrouver soit avec un problème d'incontinence, soit avec un problème de rétention urinaire. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, effectivement, quand il y a des problèmes de continence, chez un patient qui a une maladie de Parkinson, il faut évidemment, avant de penser à la maladie de Parkinson, penser à toutes ces choses-là. Alors, vous le savez sans doute, si vous avez assisté à plusieurs conférences ces dernières années, les symptômes de la maladie de Parkinson ou les symptômes parkinsoniens peuvent correspondre à d'autres maladies que la maladie de Parkinson. On va dire des maladies sœurs ou cousines. Mais lorsqu'on a affaire à la vraie maladie de Parkinson, ce qu'on appelle le Parkinson idiopathique, eh bien les problèmes de continence sont relativement fréquents, puisqu'on va les trouver dans... les chiffres sont assez variables, entre 38 et 71% des patients, mais bon, il y a différentes études qui donnent des chiffres différents. Alors ces manifestations, ces troubles-là ne sont pas présents au début de la maladie, ils sont plutôt tardifs, donc ils vont apparaître dans le cadre de l'évolution de la maladie. Alors on a affaire à quoi ? Alors ce qu'on appelle la pollakiurie, c'est en fait un besoin extrêmement fréquent. Donc, c'était un exposé qui était destiné à des kinésithérapeutes, des psychologues, etc. Donc il y a quelques termes médicaux. Je vais essayer de ne pas oublier de vous les expliquer à chaque fois. Donc la pollakiurie, c'est le besoin impérieux d'aller uriner, et d'aller uriner très fréquemment. Donc c'est une sensation, un besoin. L'urgence mictionnelle, c'est un petit peu la même chose. Donc là, c'est vraiment un besoin immédiat d'aller uriner, sans quoi ça part tout seul.
chez les gens qui souffrent d'une maladie de Parkinson idiopathique, c'est plutôt rare qu'il y ait des problèmes de rétention. Quand il y a un problème de rétention, c'est sans doute dû à autre chose. Alors ça, c'est très technique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce problème-là? Il y a plusieurs hypothèses. Je pense que là, ça dépasse un peu le sujet de l'exposé aujourd'hui. Mais en quelque sorte, ce qui se passe, c'est que la vessie fonctionne trop. Elle est hyperactive. Donc elle a envie d'éliminer l'urine qui est là. Donc si vous voulez, c'est comme si la paroi de la vessie était hypersensible. Elle n'est plus contrôlée correctement et elle fait son boulot de manière trop intense, en quelque sorte. Chez les personnes qui ont donc cette hyperactivité de la vessie, que peut-on proposer? Alors on a pu constater que la Prolopa, au départ, semble aggraver la situation. Ensuite, avec le temps, elle améliore la situation. Les autres médicaments qu'on donne dans la maladie de Parkinson, leurs effets sont variables, voire imprévisibles. Alors, ce qui est prescrit le plus souvent, ce sont des médicaments qu'on appelle les anticholinergiques. En fait, ils vont bloquer un neuromédiateur particulier, on appelle l'acétylcholine, et qui en fait va activer la contraction, cette acétylcholine. Et donc, en fait, on va prescrire des médicaments qui vont justement essayer de relaxer un petit peu la vessie. Il y a plusieurs produits qui sont disponibles. Ce qu'il est important de savoir, c'est que certains de ces produits peuvent atteindre le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, il a ce qu'on appelle une espèce de barrière, on appelle ça la barrière hématoméningée, qui fait que certains médicaments ne sont pas en mesure d'entrer à l'intérieur du cerveau et d'autres bien. Et ce qu'on va choisir, c'est des médicaments qui ne sont pas en mesure d'entrer dans le cerveau parce que ces fameux anticholinergiques, eh bien, ils peuvent provoquer de la confusion. Donc ils peuvent rendre les gens un petit peu perdus. Et donc il y a des médicaments qu'on préfère éviter, comme le ditropan par exemple, qui était très largement prescrit par le passé. Mais il n'est pas vraiment recommandé chez les patients qui souffrent d'une maladie de Parkinson parce que justement, comme il traverse la barrière hématoméningée, il risque d'aller augmenter une éventuelle confusion qui est parfois malheureusement présente dans cette maladie. Donc il y a d'autres produits qui sont recommandés, le Céris, le Vésicar, il y en a d'autres. Hein. Alors il y a des médicaments qui sont souvent prescrits par les urologues, les alpha-bloquants. Ceux-là, ils peuvent être utiles, bien entendu, mais ils augmentent le risque qui est déjà présent chez certains malades de Parkinson d'avoir une chute de la tension artérielle. Donc il faut être quand même assez prudent avec ces produits-là. Mais généralement, les urologues sont bien au courant et ils évitent, en cas de problème de tension trop basse, de prescrire ces produits. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que chez des patients qui ont une maladie de Parkinson, en fait, on va les traiter comme les autres patients, sauf qu'on va quand même faire attention à utiliser des produits qui ne vont pas entrer dans le cerveau parce qu'ils peuvent augmenter ce risque de confusion. Et on va éviter les produits classiques, en tout cas dans certains cas, comme la tamsulosine, qui peut justement faire baisser la tension artérielle chez les gens qui ont un risque déjà d'avoir une tension artérielle basse. Ok. Alors, je vous ai dit qu'il y a des maladies qui ressemblent au Parkinson, mais qui ne sont pas des maladies de Parkinson. Je ne sais pas si vous les connaissez, si on vous en a déjà parlé. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Atrophie multisystémique, dégénérescence nigrostriée, Parkinson plus? Oui? Non? Ah, un grand mystère, alors. Eh bien, ce sont des maladies qui sont beaucoup plus rares que la maladie de Parkinson, bien entendu. Mais qu'on va quand même classer dans les maladies qui donnent ce qu'on appelle des syndromes parkinsoniens. Donc la différence entre la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens, c'est de la terminologie.
La maladie de Parkinson, c'est la maladie de Parkinson telle qu'elle a été décrite par Parkinson, avec toute une série de caractéristiques. Et on sait qu'il y a d'autres maladies qui peuvent donner des symptômes proches de la maladie de Parkinson. On sait par exemple que certains médicaments peuvent provoquer de la raideur, des tremblements, ils peuvent provoquer quelque chose qui ressemble très fort à la maladie de Parkinson. Et là, on va parler de syndrome parkinsonien, puisqu'il ne s'agit pas de la maladie en tant que telle, mais de maladies qui imitent la maladie de Parkinson. Si on veut être tout à fait précis, la maladie de Parkinson, elle entre dans les syndromes parkinsoniens. C'est un syndrome parkinsonien particulier, la maladie de Parkinson. Mais donc on a d'autres affections qu'on va classer sous ce grand sac de syndrome parkinsonien. Donc l'atrophie multisystémique, le Parkinson plus, la dégénérescence nigrostriée, et puis il y en a d'autres. Eh bien, dans ces maladies-là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que les problèmes de continence sont précoces, à l'inverse de ce qu'on avait vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on observe dans la maladie de Parkinson. Et parfois, la maladie débute par des signes urinaires. Donc ça, c'est très important. Et dans ces formes-là, dans ces syndromes parkinsoniens-là, les problèmes d'érection, ce qu'on appelle la dysfonction érectile, donc le fait qu'on n'arrive pas à obtenir une érection correcte, suffisamment ferme et suffisamment prolongée, eh bien c'est un signe précoce qu'on va retrouver dans ces maladies-là. Ce qui n'est pas le cas donc dans la maladie de Parkinson. Et donc, chez ces fameux syndromes parkinsoniens qu'on va préciser tout à l'heure, les plaintes urinaires et les plaintes sexuelles sont souvent à l'avant-plan. Alors, la MSA, donc c'est atrophie multisystémique. Il y a deux formes. Au niveau de la différence avec le Parkinson, c'est qu'on va observer, le neurologue va observer des signes neurologiques qui ne sont normalement pas présents dans la maladie de Parkinson. On va notamment voir un trouble de la fonction cérébelleuse, c'est-à-dire on va dire des mécanismes de l'équilibre. Les gens vont par exemple avoir des difficultés pour faire des mouvements fins et précis pour atteindre une cible. Si par exemple je veux attraper la souris qui est là, hop, je l'attrape. Eh bien, si mon cervelet, si j'ai une dysfonction cérébelleuse, je vais essayer d'attraper la cible et je vais tomber à côté. Et donc ça, petit bug. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans ce type de maladie. On va voir également ce qu'on appelle des signes pyramidaux. Alors les signes pyramidaux, là aussi c'est complexe. Ce sont des manifestations que le neurologue va détecter en examinant son patient. Les réflexes musculo-tendineux vont être beaucoup plus vifs. Donc lorsqu'on tape juste sur le tendon rotulien au niveau du genou, normalement, votre jambe bouge un petit peu. Mais lorsqu'il y a un signe pyramidal, le réflexe est beaucoup plus ample. À tel point que parfois le neurologue reçoit le pied du patient. Voilà. Il y a aussi un signe particulier que le neurologue aime bien qui s'appelle le signe de Babinski. En fait, on va gratter la plante du pied. Parfois, vous avez peut-être vu les neurologues qui demandent que vous retiriez vos chaussures et puis ils viennent gratter votre pied avec le bout de leur marteau à réflexe. C'est pour rechercher un signe particulier qu'on appelle le signe de Babinski. Alors, dans cette maladie-là, donc qui est en quelque sorte une cousine de la maladie de Parkinson, eh bien, on va aussi avoir une malfonction du système nerveux autonome dont je vous ai parlé. C'était le petit schéma avec du début. Là. Et donc, ce système nerveux autonome, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il va contrôler la continence, il va intervenir dans toute une série de mécanismes automatiques, le rythme cardiaque, etc. Il va réguler votre tension artérielle et il va réguler aussi les mécanismes liés à la sexualité. L'érection, par exemple, on va parler principalement de l'homme, désolé pour les dames. L'érection, c'est un mécanisme qui est à la fois involontaire, volontaire et automatique, et même mécanique. Donc ça, je vais en parler tout à l'heure.
Alors cette maladie-là, en fait, elle n'est pas du tout fréquente, 300 personnes en Belgique. Mais pour les neurologues, elle est importante, et ils doivent la détecter parce que c'est un peu différent de la maladie de Parkinson, ça se traite un peu différemment, et les conséquences dans la vie de tous les jours sont différentes. Mais c'est pas votre job, ça, c'est le job du neurologue. Alors la PSP, c'est une maladie qui porte plusieurs noms. La paralysie supranucléaire progressive, ça vous dit quelque chose? Rien? Bon, au moins je sais que je vous aurais appris 2-3 trucs. Donc la paralysie supranucléaire progressive, qu'on appelle aussi maladie de Steele-Richardson. Grosso modo, 500 personnes en Belgique. Et là, outre les manifestations qu'on observe dans la maladie de Parkinson, les gens vont présenter une tendance à une grande instabilité posturale, plus importante que celle qu'on va observer dans la maladie de Parkinson. Et surtout, il y a une modification des mouvements oculaires, en fait. Les personnes ont d'énormes difficultés à effectuer des mouvements oculaires verticaux de manière volontaire, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à regarder le plafond, à regarder le sol. C'est un petit peu comme si le regard était tout à fait fixe. Ces gens sont très raides, ils ont des problèmes également de dysarthrie, et donc des difficultés pour s'exprimer, des difficultés pour avaler. Vous allez me dire que certains parkinsoniens ont ces troubles-là aussi, mais ces troubles apparaissent très précocement dans la maladie. Alors, parmi ces cousins de la maladie de Parkinson, on a également ce qu'on appelle la dégénérescence nigrostriée. Ça, c'est vraiment très très rare. Et ce sont des gens qui ont assez peu de symptômes qu'on va retrouver chez les Parkinsoniens. Ils sont surtout très raides, ils ont des postures bizarres, ils font beaucoup de chutes. Bon, c'est vraiment très rare. Alors pourquoi est-ce que c'est différent? Les problèmes de continence et de sexualité sont différents chez ces patients-là, parce qu'en fait, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont touchées. Je ne vais pas préciser quelles sont les zones touchées, mais voilà, ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes que dans la maladie de Parkinson. Et alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que chez les patients qui souffrent de ces syndromes parkinsoniens qui ne sont pas des maladies de Parkinson, ils ont beaucoup plus tendance à avoir des chutes de tension, donc à souffrir d'hypotension orthostatique, et ils ont par ailleurs des problèmes d'érection. Et donc si on propose aux hommes qui ont des problèmes d'érection et qui souffrent de ce type de maladie les traitements, je dirais, habituels, qui sont devenus habituels de la dysérection, comme par exemple le Viagra, le Cialis ou le Levitra, en fait ces médicaments vont fonctionner très bien, mais malheureusement, ils vont provoquer une espèce d'aggravation des problèmes de tension. Donc, ce sont des médicaments qui sont vasodilatateurs, ils dilatent les vaisseaux, et donc ils vont aggraver le problème de l'hypotension. Imaginons un robinet, vous avez votre tuyau d'arrosage, vous ouvrez le robinet à fond, ça marche très bien. Et puis en fait, les pompiers arrivent, ils veulent brancher leur gros tuyau, et en fait, ce qui sort au bout du tuyau, c'est pas grand-chose. Et en fait, c'est ça l'hypotension orthostatique. Ça dilate les vaisseaux et le débit diminue. Et donc, si on diminue le débit, il y a moins de sang qui va arriver au niveau du cerveau et les gens vont faire des syncopes. C'est le danger de l'hypotension orthostatique. On se lève, on se sent bizarre, puis on fait une syncope. Et donc, le Viagra, etc., ces produits-là risquent d'aggraver le problème chez les gens qui ont ce type de maladie. Donc je dis bien, c'est les gens qui n'ont pas une maladie de Parkinson, mais qui ont une maladie qui ressemble à la maladie de Parkinson. Voilà pour les problèmes de continence. Alors on va aborder un autre sujet, la sexualité. Et là, la sexualité, c'est compliqué aussi. C'est toujours compliqué. Chez le Parkinsonien, chez tout le monde en fait. Alors, le mécanisme de l'érection, j'ai noté que c'est compliqué et c'est surprenant. C'est surprenant parce que il y a la volonté qui peut intervenir, ça peut être automatique et ça peut être mécanique.
Ça, en général, les hommes savent bien ça. Ils savent quels sont les mécanismes par lesquels on va avoir une érection. C'est beaucoup moins connu par les femmes. Par exemple, ce qui n'est pas connu, ce qui est moins bien connu par les femmes, c'est le fait qu'un certain nombre d'érections ne sont pas liées au désir sexuel. Donc on peut très bien avoir une érection sans qu'il n'y ait un désir sexuel. Donc on peut avoir des érections qui sont quelque part automatiques. L'érection matinale, que la plupart des hommes ont, en tout cas jusqu'à un certain âge, c'est une érection automatique en quelque sorte, qui n'a rien à voir avec le désir sexuel. On peut avoir des érections qui sont purement mécaniques, donc la stimulation du pénis chez quelqu'un de jeune et qui n'a aucun problème de santé va quasiment automatiquement déclencher une érection en dehors de tout désir sexuel. Souvent, il y a une association, en tout cas dans l'esprit de la femme, entre érection et désir, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Alors, comment ça marche? Ben voilà un petit schéma qui explique toute la complexité de l'érection. Il y a un mécanisme qui est un mécanisme réflexe, donc qui va fonctionner avec... Ceci représente la moelle, et ceci le cerveau. Et donc, une stimulation tactile au niveau du pénis va mettre en branle, le mot est bien choisi, ce mécanisme qu'on va trouver ici en bas, et ça va provoquer une érection, quasi automatiquement, d'autant plus rapidement que le sujet est jeune. Et donc ça, c'est complètement non lié au désir sexuel. C'est un mécanisme automatique. On a bien sûr des mécanismes volontaires, donc la personne peut créer ou voir un imaginaire érotique et avoir une stimulation sexuelle qui va démarrer du cerveau et qui va descendre tous les étages pour arriver au niveau du pénis. Donc ça, c'est un mécanisme qui est assez classique, que tout le monde connaît. C'est un mécanisme qui peut être volontaire ou automatique, donc une stimulation visuelle à caractère érotique va déclencher en fait toute cette mécanique. Et ce système va dépendre donc du système nerveux autonome, le système nerveux automatique d'une part, et d'autre part du système nerveux central, donc le cerveau et la moelle. Est-ce qu'il y a des questions sur le mécanisme de l'érection? Soyez pas timide. Pas de questions, ok. Donc voilà. Alors ce qui se passe eh bien, dans la maladie de Parkinson, avant de parler de la maladie de Parkinson, il est évident que lorsque le sujet vieillit, lorsque l'homme vieillit, en fait, l'érection devient moins performante. Et ça, c'est évidemment tout à fait indépendamment de toute maladie neurologique, parce que va jouer sur l'érection différents mécanismes. L'érection, elle va dépendre du fait que le pénis va se remplir de sang. Et pour se remplir de sang, il faut qu'il y ait des artères et des veines qui viennent lui apporter ce sang. Alors si vous êtes fumeur, diabétique, si vous ne faites pas de sport, si vous avez trop de cholestérol, eh bien ce qui se passe, c'est que vos artères vont se rétrécir. Et les artères étant plus petites, étant éventuellement bouchées, eh bien ce sang va arriver péniblement au niveau des corps caverneux qui composent la partie érectile du pénis. Et tout naturellement, on va avoir une érection qui va être modeste ou absente. Ça, c'est un des mécanismes qui est assez fréquent de dysérection. Et puis, il y a les mécanismes psychologiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des problèmes d'érection. Chez les gens jeunes, la plupart des problèmes d'érection sont liés à un phénomène d'inhibition mentale, psychique en fait. Le stress lié à la performance sexuelle chez les jeunes hommes, ceux qui peuvent par exemple souffrir d'éjaculation précoce, ils vont finir à être tellement anxieux qu'ils ne vont plus avoir d'érection. Donc ça, ce sont des mécanismes qui sont de nature psychique. En fait, c'est la partie supérieure qui ne fonctionne plus correctement.
Alors, dans certaines maladies qui vont toucher les nerfs, comme malheureusement le diabète par exemple, c'est une maladie qui va abîmer les nerfs. Il y a les nerfs qui vont être responsables de l'érection, pourraient être lésés, abîmés et rendre l'érection difficile. Alors parfois, il y a aussi simplement un émoussement du désir sexuel qui peut arriver, pas nécessairement lié à l'âge, mais on voit ça plutôt chez les gens jeunes. Chez les gens jeunes, les adolescents en particulier, alors vous savez qu'aujourd'hui la pornographie est très présente sur l'Internet, et donc cette utilisation de la pornographie par les adolescents fait en quelque sorte qu'ils saturent leur réseau émotionnel du désir, et que finalement lorsqu'ils se trouvent en situation réelle, sexuelle, érotique, finalement ça ne fonctionne plus parce que ils ont été tellement stimulés par des images extrêmes que le quotidien leur pose problème. Et donc ça, c'est quelque chose c'est une source de consultation. Il y a même chez les jeunes, certains jeunes ont eu un problème d'addiction, notamment à la pornographie sur Internet, et ça induit une certaine forme d'impuissance. Donc, pas toujours, naturellement. Alors, chez d'autres personnes, ça peut créer une espèce d'hyper-libido avec des comportements sexuels qui deviennent tout à fait débridés. Et donc ce qu'on va trouver chez la personne qui souffre d'une maladie de Parkinson, en soi, c'est pas très différent des problèmes qui sont rencontrés l'âge venant. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de très très spécifique pour les patients qui souffrent de Parkinson. Les pannes qui peuvent arriver, mais il faut savoir que chez un homme de plus de 50 ans, 30% ont des pannes. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Les problèmes d'éjaculation, c'est vrai, mais c'est aussi assez courant au-delà de 50 ans. Par contre, on peut souffrir de priapisme. Alors, qui sait ce qu'est le priapisme? Allez-y. Une érection de plus de 4 heures. Oh, voilà qui est très précis. Et donc oui, effectivement, donc ça vient... Et vous connaissez l'origine du mot? C'est Priap. Parfait. Nous avons un érudit. Donc effectivement, le dieu Priap, qui était le dieu de le dieu de la fertilité ou de l'érection, vous allez peut-être me corriger sur le sujet, je ne suis pas très... Enfin bref, le priapisme, c'est une érection prolongée, qui peut même être douloureuse. Et certains produits comme l'apomorphine, on est en train de réutiliser ce produit dans la maladie de Parkinson. Moi, je l'ai utilisé il y a très longtemps déjà. C'est un produit qui s'administre par voie sous-cutanée. Donc il y a maintenant un appareil qu'on appelle l'Apogo. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cet appareil, qui permet en fait on se fait une injection et ça permet de débloquer les patients parkinsoniens qui sont bloqués. C'est un produit qui est ce qu'on appelle un agoniste dopaminergique direct. Ça a quelques effets secondaires, notamment des nausées, des vomissements, mais aussi le priapisme. Donc, pas dans tous les cas bien sûr, mais ça peut arriver. Alors bon, ok, il y a des problèmes d'érection chez les patients parkinsoniens, il y a des problèmes d'érection chez les personnes qui arrivent à un certain âge. Je pense que c'est quelque chose qui peut être géré à la fois chez les parkinsoniens et chez les autres. La sexualité, c'est pas uniquement l'érection et la pénétration. Donc en principe, vous êtes des gens qui avaient un peu d'expérience de la vie et donc qui avaient sans doute exploré les différentes facettes de l'érotisme, et vous savez bien entendu que la sexualité, c'est justement pas uniquement une érection et une pénétration. Donc c'est important de réexplorer d'autres territoires lorsque l'érection est un peu moins performante. L'érotisme, les zones érogènes, tout ça, ça fonctionne toujours très bien. Donc ce sont des choses qui ont leur place. Et puis, bien sûr, on a des médicaments qui peuvent très bien aider les patients qui ont des problèmes d'érection, qu'ils soient parkinsoniens ou pas. Donc, on a des produits comme le Viagra, le Cialis, le Levitra,
Ce sont des produits qui sont utilisés extrêmement couramment maintenant, y compris par des personnes qui n'ont aucun problème de santé spécifique. Pour moi, je suis un peu plus âgé que je n'étais dans le passé, et mes copains sont aussi en même âge que moi, donc 54, 55, 56 ans, les gens avec qui j'ai fait mes études, et je peux vous dire que nombre d'entre eux me téléphonent parce qu'ils disent écoute, tu peux me donner un petit coup de main parce que ça ne fonctionne plus comme avant et j'aurais besoin d'un petit coup de main. Et donc en fait la plupart de mes copains ils me téléphonent pour avoir du Viagra, du Cialis ou du Levitra. Et donc voilà, c'est des produits qu'on va utiliser je veux dire assez couramment et qui ne présentent pas de gros dangers. On va quand même prévenir les patients qui souffrent d'hypotension orthostatique sur le fait qu'effectivement on risque de faire diminuer la tension artérielle. Naturellement, lorsqu'il y a un problème de dysérection, on prend quand même toujours l'avis d'un urologue, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation, on essaye de faire une évaluation plus complète du problème d'érection. Ceci dit, il y a une manière très simple de savoir s'il s'agit d'un phénomène organique ou psychique, par exemple. Donc, chez les gens qui ont une inhibition de l'érection d'origine émotionnelle, bien ceux-là gardent des érections parfaitement complètes au réveil, donc, ou lorsqu'ils rêvent. Vous savez peut-être que le rêve se caractérise par quelques phénomènes qui sont d'une part des mouvements des yeux, des mouvements des yeux pendant le rêve. On rêve et on a une érection. En tout cas les hommes. Les femmes aussi, hein, elles ont une érection du clitoris, mais c'est plus discret en général. Et donc, pour savoir ce qu'on utilisait dans le temps, en fait, pour savoir si un problème d'érection était organique, c'est-à-dire lié à une maladie ou psychique, lié à une inhibition, c'était un truc très simple. On demandait au patient de mettre autour de son pénis des timbres-postes, et le matin, si les timbres-postes étaient déchirés, c'est qu'il avait eu une érection. Alors maintenant, on a des mécanismes plus sophistiqués qui permettent de voir s'il y a une érection nocturne, évidemment, mais ce système-là marchait très bien, évidemment. Donc, parfois, je veux dire, si ce sont des érections qui sont des demi-érections, etc., on recommande aux patients de voir un urologue pour vérifier les artères, vérifier 2-3 trucs, vérifier la prostate, voir s'il n'y a pas de problème local. On prescrit assez allègrement ces produits qui aident les gens. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, un sujet un petit peu plus particulier, et là qui va toucher les Parkinsoniens de manière plus spécifique, c'est les modifications comportementales. Donc on sait que malheureusement chez les patients qui souffrent d'une maladie de Parkinson, on peut avoir un déclin cognitif, c'est-à-dire que les facultés cognitives peuvent s'altérer progressivement. On sait qu'on peut également avoir des troubles psychiques, la dépression, l'anxiété, ce sont des choses qui sont, je ne vais pas dire monnaie courante, mais qui peuvent survenir dans la maladie, qui peuvent être liées à la maladie en tant que telle, et puis à la situation, aux modifications de la vie qui sont provoquées par la maladie. Mais il y a un syndrome particulier qu'on appelle le syndrome de dysrégulation dopaminergique. C'est en fait comme une addiction. Ce sont des gens qui utilisent leurs médicaments de manière excessive. Alors c'est pas très très fréquent. On considère que ça touche quand même 4% des malades. Et donc c'est une augmentation non justifiée de la prise de Prolopa et des autres produits qui peut provoquer un comportement anormal. Alors ce qu'on observe, c'est des obsessions, des idées bizarres, un comportement qu'on appelle le punding. C'est en fait, ce sont des mécanismes par lesquels on va bouger un objet de manière répétée, on va le changer de place, puis on va revenir, on va faire ça. Donc ce sont des mouvements répétés qui n'ont pas une raison objective. Et on va aussi avoir des comportements à caractère impulsif, notamment au niveau sexuel. On va avoir aussi des gens qui vont avoir des comportements
anormaux dans le domaine du jeu. Donc on va en parler un peu plus précisément par la suite. Et donc, dans la maladie de Parkinson, il n'y a pas de risque particulier à avoir un trouble du comportement de type impulsif ou compulsif. Donc il a été clairement démontré que lorsqu'il y avait des comportements de nature impulsive, ou compulsif voulant dire quelque chose que l'on est obligé de faire et de refaire et qu'on n'arrive pas à contrôler, un geste. Donc la maladie de Parkinson, ça ne donne pas un risque particulier de faire ces choses étranges. Et on a pu démontrer que c'était vraiment lié au traitement que l'on donnait, et en particulier aux produits qui sont les agonistes dopaminergiques, donc des produits comme le Requip, etc. Alors, il y a quand même des facteurs de risque. Donc les gens qui vont développer ces comportements impulsifs, on a pu remarquer quand même que ça arrivait surtout chez les malades qui étaient jeunes, qui étaient des hommes, qui étaient célibataires, qui étaient fumeurs, et qui avaient eu un début précoce de leur maladie. On voit ça aussi chez les gens qui quand même étaient au départ des gens un peu aventuriers, qui aimaient le risque, etc. Et lorsqu'il y a une histoire dans la famille, notamment de jeux pathologiques, donc le jeu pathologique, c'est le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de faire des jeux, de jouer à des jeux d'argent. Ça peut être le tiercé, ça peut être les casinos, etc. Chez les gens qui ont dans leur famille des personnes qui ont souffert de ça, le risque d'avoir ces comportements impulsifs, notamment au niveau sexuel, est beaucoup plus élevé. Mais il est toujours lié aux médicaments. Et ça, c'est très important pour les partenaires de vie. Pourquoi ? Parce que certaines épouses m'ont dit, écoutez, docteur, il est devenu tout à fait bizarre, il passe son temps sur Internet à regarder la pornographie, j'ai eu une facture Visa pour le téléphone rose d'autant de milliers d'euros, mon mari n'était pas comme ça, j'ai découvert des livres et des revues pornographiques, il passe son temps à se masturber en regardant des trucs à la télé ou sur Internet, mon mari n'est plus le même. Mais en fait, si le mari n'a pas changé, et ce qui s'est passé, c'est que c'est les médicaments qui l'ont changé. Donc ça, c'est très très important pour les partenaires de vie de bien comprendre ça, c'est que c'est lié à la prise du médicament. Alors, quels sont ces comportements impulsifs qui peuvent être donc provoqués par le traitement ? Le jeu pathologique. Donc, il y a eu d'ailleurs, je pense, plusieurs procès qui ont eu un certain retentissement aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui ont perdu des fortunes en allant dans les casinos. Et on a pu démontrer que c'était donc des patients parkinsoniens, que c'était lié à leurs médicaments. Alors c'est assez difficile parce que les gens ne sont pas conscients, bien sûr, que c'est dû aux médicaments, et ils ne vont pas le raconter aux docteurs, qui passent leur temps en casino, ou qui passent leur temps à regarder de la pornographie. Et bon, ok, les médecins parfois ne posent pas la question à leurs patients de manière suffisamment claire, mais à culpa des neurologues. Donc le jeu pathologique, si vous observez quelqu'un qui souffre de Parkinson et qui commence à avoir un comportement bizarre par rapport au jeu, il faut penser que ça peut être les médicaments. L'hypersexualité, donc Internet, harcèlement, docteur il me court tout le temps derrière dans la maison, j'ai pas un moment de tranquillité, c'est les médicaments, c'est pas que le mari est devenu tout d'un coup un pervers sexuel, hein, non, c'est les médicaments qui provoquent ça. Maintenant, il harcèle mais il ne fait pas grand chose parce qu'il n'a pas le Viagra, donc voilà. Alors ça peut être des achats compulsifs aussi, donc le fait d'utiliser la carte et d'acheter sur internet des tas de trucs inutiles, on appelle ça des achats compulsifs. Ça peut toucher la nourriture, donc le fait de se jeter sur tout ce qui passe, de vider le frigo en 2 temps 3 mouvements,
Il faut penser bien sûr que c'est à cause des médicaments. Le ponding, donc c'est ces mouvements répétés concernant un objet qui n'ont pas beaucoup de sens, c'est aussi lié aux médicaments. Alors ce syndrome de dérégulation dopaminergique où les gens consomment de plus en plus de dopamine, en fait, comme une drogue, en fait. Évidemment, tout ça a des conséquences sur la vie sociale, sur la vie conjugale, sur la vie professionnelle, sur la santé globale. Et souvent, les gens n'en parlent pas spontanément, les patients n'en parlent pas spontanément au médecin. En principe, c'est le rôle du médecin d'essayer de détecter ça chez son patient. Mais je le reconnais que c'est sans doute qu'on ne pose pas les questions suffisamment précisément ou suffisamment régulièrement pour vérifier si cette problématique-là n'est pas présente. Et en fait, pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que quand on prend trop de dopamine, pourquoi est-ce qu'on se comporte bizarrement? Eh bien, en fait, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est très très important dans le circuit de la récompense, dans le circuit du plaisir. Il intervient ce produit intervient dans le désir sexuel, dans le plaisir lié à la sexualité. Et lorsqu'il y a un afflux, donc une arrivée énorme, massive de dopamine dans le cerveau, eh bien c'est comme pour n'importe quelle drogue, ça peut provoquer chez certains patients une dépendance. Ça provoque une certaine forme de plaisir, et il y a une dépendance, et un mécanisme qui se met en place. J'insiste, c'est vraiment pas chez tout le monde, puisqu'on parle de moins de 4% des patients. Mais c'est important de le savoir, parce que quand ça arrive, il faut y penser. Et on ne pense pas nécessairement, même les neurologues n'y pensent pas nécessairement, c'est quelque chose d'assez rare. Donc si un neurologue, par exemple, en moyenne, il va soigner 100, 200, 300 patients qui souffrent de maladie de Parkinson, il va peut-être avoir 3 ou 4 patients qui ont cette problématique-là, peut-être parfois même moins. Et donc il ne va pas y penser systématiquement, parce qu'il ne voit pas ça très souvent. Donc le désir, la sensation de désir, pas uniquement sexuel, mais principalement sexuel, ça dépend quand même de la dopamine aussi. Alors ce qui se passe, si vous voulez, c'est que la dopamine induit le désir, et le désir de passer à l'acte. Et puis après, il y a la libération de toute une série d'autres produits, qu'on appelle les endorphines, l'ocytocine, la testostérone, etc., ce qui provoque une sensation d'apaisement. Chez l'être humain, comme chez les animaux, après l'acte sexuel, il y a une sensation d'apaisement. On parle notamment il y a une terminologie assez courante qui s'appelle la petite mort. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Monsieur le spécialiste. Personne ne connaît la petite mort ? Non ? La petite mort, c'est en fait la sensation après l'orgasme, en fait. C'est une espèce de sensation bizarre, comme ça, comme si tout d'un coup on était vide de tout. Et ça porte un nom, la petite mort. Voilà. L'homme, d'ailleurs, s'endort souvent. Et donc c'est lié à la production de tous ces produits. Alors le problème lorsqu'on commence à utiliser la dopamine de manière très importante, on utilise surtout la drogue, et le mécanisme fait que c'est la drogue qui devient la récompense, et pas le fait de libérer l'endorphine, les endorphines, les ocytocines, testostérone et toute cette partie-là. C'est que c'est la dopamine qui devient l'élément principal, et à ce moment-là, peu importe la récompense, c'est la drogue, la dopamine qui est la récompense. Et donc, ça provoque une surconsommation de dopamine avec toutes les modifications comportementales dont on a parlé tout à l'heure. Oui, mais c'est régulé, c'est-à-dire que là, il y a un dosage spécifique. Et les mécanismes des pompes font que, en principe, on ne peut pas s'auto-administrer des quantités importantes. Il y a des mécanismes de contrôle. Voilà. Donc, souvent, d'ailleurs, c'est plutôt une solution. Chez des personnes qui consomment trop de L-Dopa, la pompe à duodopa est une bonne solution parce qu'elle permet justement de donner de manière contrôlée une quantité de dopamine. Et on n'a pas tellement ces problèmes-là normalement chez les patients qui sont sous pompe, sauf si on leur donne
où ils mettent trop de duodopa dans leur consommation quotidienne. En principe, c'est contrôlé, on regarde la quantité, etc. Mais c'est un des traitements d'ailleurs chez les gens qui consomment trop de prolopa. L'idée de leur mettre une pompe, ça permet de contrôler la consommation. Parce qu'évidemment, quand vous prescrivez vos boîtes de médicaments, vous ne savez pas contrôler. Il peut passer chez un généraliste, puis chez un autre, puis chez un autre neurologue, et voilà, ils vont s'approvisionner. Oui, d'ailleurs, c'est très très bien cette pompe. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, effectivement, chez les gens qui souffrent de cela, oui, pardon. Je vais poser une question aussi. Donc, c'est vraiment une attitude du patient qui volontairement, ou involontairement, à certains moments, va augmenter sa prise de médicaments. Ah, ça, c'est compliqué comme question. Hein. C'est une question pertinente, évidemment. Oui et non. C'est-à-dire que c'est une forme de toxicomanie, en quelque sorte. Et lorsque vous êtes toxicomane, bien sûr, volontairement, vous consommez un produit, et en même temps, vous êtes devenu dépendant, et donc c'est presque à votre insu que vous augmentez votre quantité, votre usage du produit. Hein. Je pense qu'il y a... Évidemment, c'est lui qui va prendre le produit et l'absorber, donc c'est un acte volontaire, c'est un acte volontaire, mais qui n'est plus vraiment sous contrôle. La toxicomanie, on n'est plus sous contrôle. Le fumeur... Le matin, il se jette sur sa première cigarette comme si sa vie en dépendait. Bien sûr, c'est un acte volontaire que d'aller chercher la cigarette, le paquet, de l'allumer et de la mettre au bec, mais en même temps, il ne peut pas faire autrement. Donc, je crois que si l'idée est de savoir s'il est coupable ou pas, non, il n'est pas coupable, évidemment. C'est de savoir comment on peut prévenir ou agir. Donc, si le médecin, effectivement, ne veut pas contrôler parce qu'il se dit que le patient peut aller prendre des prescriptions chez plusieurs médecins. Bon, déjà, je trouve qu'on pourrait peut-être imaginer qu'il y a un contrôle au niveau de ces prescriptions. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour détecter ou pour éviter ce genre de comportement? Est-ce que l'environnement doit contrôler le pilulier, par exemple? Je pense qu'il faut d'abord savoir que ça existe. Donc, en parler dans des conférences, ça permet de savoir que ça existe. Le neurologue doit, en principe, nous avons l'obligation, lorsque nous prescrivons ces produits, notamment les agonistes dopaminergiques, d'expliquer les effets secondaires potentiels. Donc cela, on ne le fait pas toujours. Je reconnais que je ne l'ai pas toujours fait, ou je le fais à un certain moment, ou j'oublie de le faire, parce qu'on a quand même un afflux de questions, et parfois on ne pense pas à dire des choses qui sont pourtant importantes. Je pense que le plus important, c'est de repérer quand ça arrive. Prévenir que ça peut arriver, prévenir le partenaire de vie que ça peut arriver, essayer, nous, en tant que médecins, de repérer ces événements-là, mais c'est difficile, souvent on n'y arrive pas. Enfin, moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, je l'ai appris, chaque fois que j'ai eu des patients qui sont entrés dans cette problématique-là, c'est en fait... c'est la parole de l'épouse qui s'était libérée et qui n'en pouvait plus et qui me téléphone et qui me dit « Docteur, écoutez, mon mari, ça devient épouvantable, il fait ceci, il fait cela. » Donc voilà, c'est presque par hasard. J'ai vu aussi un de mes patients, un patient que je suivais, je prenais le train pour aller à un congrès, et j'étais à la gare de Mons, et j'ai vu un de mes patients qui était tracté par une professionnelle dans le quartier de la gare, et je me suis dit, voilà, c'est un patient que je ne voyais pas très souvent, mais tout de suite ça m'a fait tilt, je me suis dit, ok, il est en recherche permanente, et c'est à cause de son traitement. Malheureusement, ce sont des patients qui ne vont pas consulter volontairement pour cette problématique-là. Il y a une espèce de déni, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient que c'est un problème, on n'est pas conscient que c'est lié à la maladie, que c'est pas lié au traitement, donc... Je pense qu'il y a une part d'éducation des patients, prévenir quels sont les effets secondaires. En même temps, on n'est pas flic, je veux dire, alors le contrôle de ce que font les gens, bon, moi, a priori, je ne suis pas très favorable à ça, parce que, peut-être parce que je suis plus âgé, que j'ai vécu les années 60 et 70, et que voilà, je viens d'une famille dans laquelle la liberté était un élément déterminant, donc contrôler ce que les gens prennent, bon. Aujourd'hui, maintenant, ça va être le cas, c'est déjà le cas, parce qu'effectivement, on a des contrôles, mais qui sont plutôt des contrôles au niveau national. On va avoir de nouveaux systèmes de prescription qui vont être des systèmes
sur base de la carte d'identité. Donc, quelle que soit la pharmacie dans laquelle vous allez aller, on va savoir exactement ce que vous avez consommé. Donc, si vous allez dans 3 pharmacies et que vous allez la veille dans une autre, il va y avoir un drapeau rouge qui va se lever. Attention, ce patient-là, il fait du shopping un peu partout. On va téléphoner au médecin en lui disant, écoutez, voilà, vous avez prescrit autant de produits à votre patient, mais ça ne va pas, il y a un problème. Donc, ça arrive que certains... Moi, j'ai eu quelques appels de pharmaciens qui me disaient, tiens, voilà, il y a une surconsommation, il va chercher votre patient, il vient avec des ordonnances de plusieurs médecins, est-ce que c'est normal? Voilà. Donc ça peut arriver, mais on est à la limite de la délation. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a des choses qu'éthiquement, on ne peut pas faire. On n'a pas le droit de contrôler ce que les gens prennent. Je veux dire, on ne peut pas faire ça. Je veux dire, parce que c'est leur liberté. On peut leur recommander de ne pas le faire. On peut les aider lorsqu'il y a un problème à se comporter différemment. Mais nous n'avons pas le droit de vérifier de manière plus précise ce que les gens font. Hein. Il y a quand même... il y a une liberté individuelle qui reste à l'avant-plan. Oui, ça c'est supposé que la personne est consciente. D'accord. Et responsable. Ouais, je suis d'accord avec vous. Mais ça a changé, ça a changé. Si vous connaissez un petit peu la loi du droit des patients qui a été révisée récemment, on considère que les personnes qui, même ayant une altération de leur fonction cognitive, sont libres de décider jusqu'à un certain point. Et donc, on a très largement élargi l'autonomie des patients qui sont limités dans leur capacité de jugement. C'est comme ça. Actuellement, on a largement élargi tout ça, largement étendu le champ d'autonomie des patients qui ont un retard intellectuel, les patients, ils ont droit à un certain nombre de décisions. Et la seule personne qui a vraiment le droit de mettre une limite précise au droit d'une personne ayant une altération de ses capacités de jugement, c'est certainement pas le médecin. C'est le juge. Le médecin n'a aucun droit de dire à un patient, vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire ça. Peut-être qu'il le faisait dans le temps, mais il n'a pas le droit de le faire. Donc, pour continuer dans le sujet, ce que nous on doit faire, c'est évidemment conseiller une réduction, voire un arrêt des traitements dopaminergiques. Mais il y a une résistance, en fait, on a affaire à des gens qui vont se comporter comme des toxicomanes, en fait. Ils sont réellement dépendants, il peut y avoir des manifestations de sevrage lorsqu'on arrête les produits. Donc c'est très compliqué. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Et j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc je suis disposé à écouter vos remarques, vos questions, vos expériences.